Ils influent sur ce que vous mangez, ils influent sur la qualité de l'air que vous respirez, ils influent sur votre voiture, sur votre électricité, sur votre énergie, sur vos médicaments. Ils, ce sont les lobbies, ces organisations qui passent le plus clair de leur temps, ici, au Parlement, à influer sur les lois ou plutôt à influencer les députés qui votent les lois. Il faut 3 mois pour mettre un produit chimique sur le marché, 30 ans pour l'en retirer, expliquait Barbara Demeney, l'endocrinologue britannique, dans son livre Losing Our Minds. Scandale du Mediator, 33 ans et 2000 morts avant d'interdire ce médicament des laboratoires Servier. Scandale de l'amiante, 107 ans entre la première alerte et la première mesure de l'Union européenne. Scandale du benzène, 81 ans avant de prendre des mesures. Scandale du distildène, 33 ans. Et le travail des lobbies dans tout ça ? Eh bien, c'est justement de nier la dangerosité de ces produits et de retarder au maximum l'échéance de retrait du marché lorsqu'ils sont considérés comme dangereux. Et ça devient problématique lorsque ces organisations rencontrent des députés pour faire avancer la législation dans leur sens, dans le seul but de faire plus de profit. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce fameux placard à lobby ? Oui, mais par exemple, là, j'ai mis de côté, c'est tout un peu les courriers que je reçois. Vous savez, à chaque fois, je mets pochette lobby. Et là, on me dit, chère Madame Dely, je voudrais profiter de cette occasion pour vous féliciter de votre victoire aux élections européennes. Et quand vous allez un peu plus loin dans le courrier, une fois que vous aurez complété ce questionnaire, nous vous enverrons un don de 100 € pour vous remercier. Et ben voilà, ça, c'est concrètement ce qu'on appelle du lobbying. Parce qu'il suffit que je remplisse ce questionnaire, ni vu ni connu, je reçois 100 €, ou je donne 100 € à quelqu'un d'autre, mais c'est la première marche de l'escalier que vous descendez durant votre mandat. Et pendant les 5 ans, eh ben, vous allez dévaler l'escalier la tête la première, c'est-à-dire que l'influence des lobbies dictera la loi. La forme, je trouve, la plus incroyable, c'est l'envoi de leurs propres amendements sur nos boîtes mail, où certains députés vont prendre l'excuse de dire « mais comme ils sont meilleurs techniciens que nous, donc on prend leurs amendements ». Mais absolument pas. Je me souviens plus quelle affaire avait été révélée. Au Sunday Times. Oui, c'est ça. En 2011, le Sunday Times, nous sommes en pleine législation sur toutes les questions financières et bancaires. Et un journaliste du Sunday Times va se faire passer pour un lobby bancaire, il va appeler certains députés et leur dire « Est-ce que vous êtes prêts à prendre tel amendement, à le déposer contre une certaine somme d'argent qui n'était pas négligeable ?» Et on a vu, parce qu'il a enregistré justement la conversation, on a vu que certains députés avaient accepté et avaient déposé cet amendement. C'était une grosse affaire, c'est-à-dire que là, c'était de la corruption. Mais là où ça devient problématique, c'est quand c'est du conflit d'intérêts. On apprend parfois que certains députés travaillaient ou ont travaillé avec certaines entreprises et entrés dans les institutions, ils travaillent également pour eux. Donc ça, c'est pas possible. Et évidemment, cette crainte du conflit d'intérêts n'est pas anodine. Aujourd'hui, plus de 50% des ex-commissaires européens et 30% des ex-députés du Parlement européen qui ont quitté le monde politique travaillent pour des organisations inscrites au registre des lobbyistes de l'Union européenne. Le conflit d'intérêts, c'est une question essentielle. D'abord, une observation. Si vous êtes employé dans le secteur privé, que vous soyez un super cadre multinational ou simplement un bosseur en fast-food, en général, dans votre contrat de travail, il y a une clause de non-concurrence. Alors maintenant, si vous passez dans le secteur public et que vous faites la même observation, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller vendre vos connaissances internes, votre réseau, votre carnet d'adresses, vos compétences directement à des gens qui ont des intérêts contradictoires avec votre employeur précédent, tout le monde hurle. En disant « Ah, mais attendez, mais vous nous empêchez d'accéder aux postes les plus rémunérateurs ». Bah oui, mais pourquoi tu crois que c'est le plus rémunérateur, gros malin ? C'est parce que tu es en train de vendre quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu as acquis au service de la puissance publique. Et aujourd'hui, est-ce que si je travaille pour un industriel de l'agroalimentaire, par exemple, je peux être élu au Parlement et siéger dans une commission liée à l'agroalimentaire ? Tout à fait. Et ça existe. Ça existe. Il y a à peu près 30% quand même des eurodéputés qui ont un emploi parallèle. Vous avez beaucoup d'avocats d'affaires qui sont eurodéputés, voire députés tout court d'ailleurs en France. Et ça, c'est un vrai problème, ne serait-ce que parce que, en tant qu'avocats, ils ont le droit de garder le secret sur l'identité de leurs clients. Dans les plus grosses dépenses de lobbying, il y a plusieurs gros cabinets de conseil. Les cabinets de conseil en lobbying, ce sont des lobbyistes alloués. Donc ce sont des gens que vous embauchez parce qu'ils ont une compétence que vous n'avez pas. Et ça va du franchement dégueulasse ou totalement banal. C'est-à-dire que vous avez... Par exemple, tout ce qui tourne autour de l'ingénierie sociale, par exemple. C'est vous créer des fausses ONG pour essayer de recruter des vrais gens.
pour les mobiliser politiquement. L'industrie des pesticides a fait ça, par exemple, sur le glyphosate. Ils ont créé des groupes de faux agriculteurs pour recruter et mobiliser de vrais agriculteurs pour ensuite faire pression sur le gouvernement français, en l'occurrence, mais il y en avait d'autres. Et si l'industrie des pesticides est aussi organisée, c'est parce qu'elle fait partie d'un des lobbies les plus dépensiers à Bruxelles, le CEFIC, le Conseil européen de l'industrie chimique. Si vous regardez maintenant qui sont ces consultants en lobbying, moi je dirais que la moitié au moins sont des anciens du système. Qui connaissent les rouages. Bah oui, qui connaissent évidemment les rouages. Parce que le lobbying, c'est avoir accès à l'information. Et l'idée, c'est évidemment d'avoir accès à l'information avant les autres. Mais si Bruxelles est la capitale du lobbying, Paris est loin d'être épargné. Nous y allons pour voir ce qui s'y passe. Mais sur le chemin, laissez-moi vous raconter une petite histoire. Il était une fois Edward Bernays. Si son visage ne vous dit rien, son œuvre, elle, vous la connaissez forcément. Il est l'auteur de cette image destinée à faire accepter à l'opinion américaine l'entrée en guerre des États-Unis en Europe. L'affiche date de 1917 et fait remarquable, plus d'un siècle plus tard, tout le monde y reconnaît l'oncle Sam. Normal, elle a été réalisée par un chantre de la propagande. Fort de son succès en tant que concepteur de propagande d'État, Bernays souhaite à la fin de la guerre recycler et vendre son savoir-faire. Pionnier et visionnaire, il décide alors de réadapter le terme de propagande et choisit de lui donner un tout autre nom moins marqué dont il est l'inventeur et le théoricien, les relations publiques. Et là où il est très fort, c'est qu'il possède de très solides compétences en psychanalyse, dont l'inventeur n'est autre que son oncle, Sigmund Freud. Ses clients, General Mills, Procter & Gamble, General Electric, United Fruit Company, le président de l'époque Calvin Coolidge, ou encore l'américain Tobacco Company. Et le lobby du tabac, c'est lui qui a tout inventé. À l'époque, très peu de femmes fument en public, ce qui lui fait rater la moitié de son marché. Faire disparaître ce tabou augmenterait considérablement les ventes de cigarettes. Bernays se tourne alors vers Abraham Brill, l'un des disciples de Freud, qui lui explique que le désir féminin s'est perdu dans la conquête de l'égalité avec les hommes. Il n'en fallait pas plus pour Bernays pour comprendre qu'en transformant la cigarette en symbole de l'émancipation des femmes, il ferait un carton. En 1929, il organise alors une parade de femmes cigarettes à la main. Les Torch of Freedom font la une des journaux et la suite, on la connaît. La servitude de l'addiction devient grâce à lui l'allégorie de la libération. Et si les lobbyistes ont réussi à faire admettre à l'inconscient collectif qu'on puisse vendre des cigarettes qui tuent en moyenne un fumeur sur deux, vous imaginez bien qu'il sera beaucoup plus facile de faire accepter tout le reste. C'est d'ailleurs ce qui a fini par pousser Nicolas Hulot, ancien ministre de l'écologie, à démissionner après avoir dénoncé les lobbies au cœur du pouvoir. Et pour cause, le gouvernement est composé d'un ministre de l'Agriculture proche des lobbies de l'agroalimentaire, du ministre de la Santé qui a fait une bonne partie de sa carrière au sein de l'industrie pharmaceutique, une ministre du Travail qui a été DRH pour de grandes entreprises comme Dassault ou Danone, et même un Premier ministre, ancien employé d'Areva, le géant du nucléaire. Le problème, c'est qu'avec la hausse de certaines maladies, certains dénoncent une intoxication. En cause, l'un des lobbies les plus puissants, celui de l'industrie chimique. Et depuis des années, ce lobby ralentit la réglementation de substances chimiques omniprésentes dans notre quotidien, les perturbateurs endocriniens. Et évidemment, tous ces produits chimiques, on les retrouve dans ce qu'on consomme, dans ce qu'on respire, et on s'en doute, ils ne sont pas sans conséquences sur notre santé. Je suis très préoccupée non seulement par l'augmentation des maladies neurodéveloppementales, mais aussi par ce qu'on commence à voir de plus en plus, une baisse de l'intelligence. Barbara Demenez, spécialiste mondiale des perturbateurs endocriniens, étudie depuis des années l'impact de ces produits chimiques sur notre santé et même pire, sur notre QI. On sait que quelqu'un qui est né à une mère qui était légèrement hypothyroïde va avoir un QI plus bas. On a vu ça aussi pour différents produits chimiques, que ce soit des retardateurs de flamme ou les PCB, le polychlorobisphénol. On a vu ça pour beaucoup de substances et on a très peu de données actuellement sur les mélanges et sur les effets des mélanges auxquels on est tous exposés. Parce que pour l'instant, ce qu'on analyse, c'est principalement les effets de chaque molécule seule. Sauf que, dans la réalité, nous ne sommes pas exposés à des molécules seules, mais à des mélanges, des cocktails comme le Roundup de Monsanto. Et ça, c'est la grande question qu'essayent de repousser au maximum les lobbyistes. Alors en attendant, l'autre question qu'on doit se poser nous... Est-ce qu'on vote pour des représentants des citoyens ou des représentants des industriels ?